Mesdames et messieurs, pour poursuivre avec vos invités exceptionnels tout au long de cette journée, pour cette deuxième journée de la REF 2023. Merci d'accueillir sur scène notre prochain invité, Monsieur Bruno Le Maire. Et votre invité vient nous rejoindre avec François Langlais pour répondre à ces questions. Bonjour Monsieur le Ministre, cher François. Soyez les bienvenus tous les deux. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre place de façon à ce qu'on puisse commencer dans le calme et le silence autant que possible. Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour François Langlais et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une petite quarantaine de minutes, une conversation. On va parler bien sûr impôts, conjoncture internationale, mais avant ça, j'aurais une question, je dirais, sur votre philosophie économique qui touche au rapport de l'État et de l'entreprise dans l'économie. Ça fait 35 ans que je suis journaliste économique et je ne suis pas sûr d'avoir vu un État français aussi interventionniste en matière industrielle. L'organisation de filières, bien sûr, des subventions, des protections commerciales, souvent bienvenues d'ailleurs pour des secteurs exposés, le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Vous avez été vous-même libéral, votre philosophie a évolué, le monde a changé depuis, mais j'aurais voulu voir comment vous voyez désormais justement ce rapport de force entre l'État et le marché. L'économie moderne, est-ce que c'est un État fort? L'économie moderne, c'est des entreprises fortes, et je remercie tous les entrepreneurs qui sont présents ici aujourd'hui, et un État fort, les deux à la fois. Mais pour revenir à ma philosophie politique, je vous rassure, depuis 20 ans, elle n'a pas changé. J'ai toujours mis la liberté au premier rang de mes valeurs politiques. Sans liberté, il n'y a pas de croissance. Sans liberté, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Sans liberté, il n'y a pas de nation possible. Après, oui, l'État a un rôle à jouer. Mais ce rôle, il doit être très clairement défini. Le premier rôle de l'État, c'est de créer des conditions favorables au développement des entreprises et au développement de l'emploi sur son territoire. Et je crois qu'avec le président de la République, depuis 2017, on a fait le job. Nous avons créé les conditions pour développer l'emploi, 2 millions d'emplois créés en 6 ans, pour développer les entreprises, pour développer l'industrie. On commence la réindustrialisation. Et, cher Patrick Martin, je veux vous rassurer tout de suite sur ce sujet, pour baisser les impôts, et nous continuerons à baisser les impôts des entreprises dans les années qui viennent. Je ne veux laisser aucun doute sur ce sujet. Le deuxième rôle de l'État, c'est ce que j'appelle l'ordre public économique. Il faut qu'il y ait une instance de dernier ressort quand il y a une difficulté. Quand il y a eu la crise du Covid, je pense que tous les restaurateurs, tous les hôteliers, tous les entrepreneurs, tous ceux qui travaillent ici dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans l'événementiel, ils étaient tous bien contents d'avoir l'État qui vient à la rescousse, parce que c'est le rôle de l'État d'être le garant en dernier ressort de l'ordre public économique, d'éviter des milliers de faillites, d'éviter des millions de chômeurs supplémentaires. Ça, c'est le rôle de l'État, et j'y suis viscéralement attaché, le garant de l'ordre public économique quand ça va mal, quand il y a des injustices, quand il y a des défauts de fonctionnement, c'est à l'État de le jouer. Je verrai dans quelques jours les distributeurs et les industriels. On va regarder ce que nous pouvons faire ensemble pour contenir la flambée des prix alimentaires. On y est arrivé. On a réussi à le contenir. Il faut continuer. Lorsqu'il y a une relation entre les PME et les grands donneurs d'ordre, c'est normal que l'État soit du côté des PME pour s'assurer qu'en matière de délai de paiement, les grands donneurs d'ordre respectent bien leurs engagements et que les PME ne sont pas étranglées ou étouffées. L'État a un rôle de garant de l'ordre public économique et j'y suis viscéralement attaché. Enfin, il y a un tout dernier rôle, et ça revient à la question que vous me posiez, c'est que nous sommes face à 2 grands bouleversements systémiques, comme il en arrive un par siècle. La transition climatique et l'intelligence artificielle. C'est le rôle de l'État de prévoir les investissements nécessaires sur le long terme dans ces domaines-là. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentables immédiatement. Est-ce que c'est rentable pour vous d'investir dans l'hydrogène vert? Non. Donc il faut que l'État soit là pour produire des réacteurs nucléaires, financer l'électrolyse,
financer l'énergie verte et l'hydrogène verte. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est tout de suite rentable? Non. C'est le rôle de l'État de planifier les investissements nécessaires sur le long terme. Donc ma philosophie n'a pas changé, je peux vous rassurer. La liberté comme valeur cardinale de la nation française et des entreprises fortes reposant sur un État fort. Vous venez d'évoquer les impôts dans des termes très clairs. Ce n'est pas la première fois que vous dites ça. On va baisser les impôts. Le président le dit lui aussi. Et puis, quand on regarde les chiffres, le juge de paix, vous le savez, c'est ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire, hein, c'est-à-dire qui rassemble la totalité des impôts, des cotisations et des taxes, et on le rapporte à la richesse produite par notre assistance, justement. On est au plus haut de toute l'histoire du pays. On est à plus de 45% de la richesse nationale qui est prélevée par la puissance publique dans sa globalité, pas seulement l'État, évidemment, mais aussi par les collectivités locales et la sécurité sociale. Heureusement que vous dites que ça va baisser, parce qu'on ne peut pas faire plus haut. Mais ça a baissé quand même. Ça a baissé quand même. Et ça continuera de baisser, mais si on fait de la philosophie allemande, c'est la ruse de la raison à l'œuvre dans l'histoire, comme dirait Hegel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous baissez les impôts, eh bien, vous avez plus de recettes fiscales. Voilà pourquoi nous continuerons à baisser les impôts avec le président de la République. Votre taux d'impôt sur les sociétés, ici, je n'ai affaire qu'à des gens honnêtes. J'espère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a baissé ou il a augmenté depuis 6 ans? J'attends votre réponse. Il me semble que le taux d'impôt sur les sociétés, qui est un taux important dans la fiscalité des entreprises, a baissé de 33,3 à 25%. Il me semble que c'est l'engagement que j'avais pris devant vous en 2017 ici. Il me semble que l'engagement a été tenu, et il me semble qu'il a été tenu contre vents et marées. Malgré la crise du Covid, malgré les gilets jaunes, malgré la crise de l'inflation, je n'ai jamais dévié de ligne, et nous avons ramené votre taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25. Mais la ruse, c'est que ça me rapportait 35 milliards d'euros de recettes fiscales, ça m'en rapporte désormais 60. Baisser les impôts, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous, et c'est pas mauvais pour moi non plus. La recette d'impôt sur le revenu, c'est encore plus spectaculaire. Nous avons créé de l'activité, nous avons créé de l'emploi. Qu'est-ce qui se passe? La recette de l'impôt sur le revenu, comme il y a plus de gens qui travaillent, plus de gens qui payent des impôts, c'était 70 milliards quand j'ai commencé encore jeune comme ministre des Finances. Et maintenant que je rentre dans ma 7e année, la recette de l'impôt sur le revenu, 140 milliards d'euros. Baisser les impôts, c'est bon pour les ménages, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour la nation française, c'est bon pour la prospérité collective, et c'est bien pour ça qu'on tiendra ce cap. On va parler un peu Europe et plus précisément de l'Allemagne. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous êtes l'un des rares dirigeants français d'ailleurs à bien le connaître. Il y a 10 jours, un hebdomadaire très réputé, The Economist, hebdomadaire britannique, mais lu dans le monde entier, titrait « L'Allemagne, l'homme malade de l'Europe à nouveau ». Selon vous, qui connaissez bien encore une fois, quel diagnostic portez-vous sur l'état de ce pays dont on a dit que son modèle est fondé à la fois sur une énergie russe peu chère, sur des marchés chinois substantiels et sur le parapluie militaire américain, 3 piliers qui sont ébranlés aujourd'hui pour des raisons différentes. Est-ce que l'Allemagne vous semble en difficulté en ce moment? D'abord, l'Allemagne a très bien réussi au cours des années passées. Et ça reste la première puissance économique en Europe. La Russie, notamment, avec une industrie forte qui continue à représenter 22-23% de son PNB. Et nous, notre objectif avec Emmanuel Macron, c'est de réindustrialiser le pays. Et il se trouve, parce que je veux là aussi répondre directement à Patrick Martin en le félicitant à nouveau de son élection et en me disant à quel point je me réjouis de travailler avec lui. Là aussi, il y a près de 7 ans, Geoffroy Roux de Bézieux s'en souvient, quand on se comparait avec l'Allemagne, nous nous sommes dit il y a un problème si nous voulons réindustrialiser le pays. C'est que nos impôts de production sont 7 fois plus élevés qu'en Allemagne.
Et j'ai été le ministre de l'économie et des finances qui a porté ce combat contre beaucoup de monde, y compris dans notre majorité, y compris contre beaucoup d'élus locaux, de baisser la contribution sur la valeur ajoutée. Nous avons baissé les impôts de production de 10 milliards d'euros au cours du dernier quinquennat. Nous avons déjà, depuis le début du premier quinquennat, à la demande du président de la République, supprimé 4 milliards d'euros de CVAE. L'année prochaine, nous baisserons d'1 milliard d'euros la CVAE et je veux dire à l'ensemble des entrepreneurs qui sont présents ici, si on peut supprimer la CVAE définitivement plus tôt que 2027, nous le ferons et nous le ferons sans hésitation. Mais je veux vous dire aussi que ce n'est pas votre intérêt d'avoir des comptes publics mal tenus. Ce n'est pas votre intérêt d'avoir un État qui est lourdement endetté, parce que ça veut dire des taux d'intérêt plus élevés et donc des conditions de financement plus difficiles pour vous. Ma responsabilité, c'est de trouver le bon équilibre entre la baisse nécessaire des impôts de production et le rétablissement de comptes publics et le désendettement. Je reviens à l'Allemagne. Notre intérêt est d'avoir une Allemagne qui se porte bien et qui réussit économiquement. Et tous ceux qui se réjouissent des difficultés allemandes se trompent totalement de chemin. Oui, l'Allemagne est confrontée à une remise en cause radicale de son modèle économique. Pourquoi? Sur l'énergie, elle était totalement dépendante ou très largement du gaz russe. Elle a été obligée de faire un virage à 180 degrés sur ce sujet. Elle est fortement exposée à la Chine et nous avons un ralentissement chinois, et ne nous le cachons pas, un durcissement politique chinois qui pose un certain nombre de questions pour toutes les entreprises qui vont investir en Chine. Je suis sûr qu'ici aussi, vous vous posez cette question. Enfin, l'Allemagne est aussi confrontée à un phénomène européen qui est le ralentissement démographique qui pose un problème sur la croissance. Je n'ai aucun doute sur la capacité de l'Allemagne à relever ses défis stratégiques, à redéfinir son modèle économique, et comme c'est le premier client, le premier fournisseur et le premier partenaire économique de la France, c'est notre intérêt que l'Allemagne se porte bien. Là encore, vous avez l'avantage de bien connaître l'histoire, la relation franco-allemande. On a l'impression que ça ne marche plus très fort pour différentes raisons. D'abord, il y a des manifestations de ces mésententes sur l'énergie, politique de l'énergie commune en Europe, choix français du nucléaire, dissensions également sur les systèmes aéronautiques de combat, alors qui ont été pour partie levés, mais on sent bien que l'Allemagne est désireuse de ne pas laisser le leadership à la France, alors que celle-ci a à la fois l'histoire et l'expertise technologique la plus avérée. J'allais dire, relation assez médiocre aussi entre Emmanuel Macron et le chancelier Scholz. En tout cas, pas les relations amicales, détendues, qui étaient celles avec sa prédécesseur. Certes, elle était là depuis longtemps. Comment jugez-vous cette relation? Est-ce qu'elle est vraiment problématique? D'abord, c'est toujours plus simple de travailler avec un gouvernement où il y a une seule formation politique. C'était le cas avec Angela Merkel, avec la CDU, qu'un gouvernement de coalition. Je le dis devant tous mes amis parlementaires qui sont présents ici, nous avons la majorité, même si c'est une majorité relative et pas absolue. C'est plus simple de travailler entre nous parce qu'on s'entend bien et qu'il y a une unité sans faille dans la majorité. Je le dis aux parlementaires qui sont présents ici, ce qui fait que quand on fait passer la réforme des retraites, il n'y a pas une voix qui manque, la majorité est unie. L'Allemagne, c'est une coalition. C'est toujours plus difficile. Mais je veux vous rassurer, j'ai des relations excellentes avec mon homologue ministre de l'économie, Robert Habeck, excellentes avec le ministre des Finances, Christian Lindner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats, qu'il n'y a pas des échanges, mais les relations personnelles sont excellentes et elles sont remarquables aussi entre le chancelier Scholz et le président Macron. En réalité, et vous l'avez soulevé, on a un seul vrai point de divergence stratégique. Il porte sur le nucléaire. Et je veux redire à nos Allemands deux choses simples. Ne critiquez pas le nucléaire français, car c'est une ligne rouge absolue de la politique économique française. Et la deuxième chose que je veux dire à mes amis allemands, c'est que nous ne réussirons pas la décarbonation et la réindustrialisation du continent européen sans l'énergie nucléaire. La question énergétique est devenue la première question économique au monde.
Tout le monde a besoin d'énergie, tout le monde a besoin d'énergie décarbonée, et tout le monde a besoin d'énergie décarbonée pas chère. Les Chinois l'ont, en utilisant massivement les énergies fossiles. Le charbon, hein. Les Américains l'ont, en étant l'un des premiers producteurs de gaz et de pétrole au monde. Et nous, on a quoi? On a la sobriété, c'est très bien. On a les énergies renouvelables sur lesquelles nous voulons accélérer. Mais le nucléaire est un atout décisif pour la France et pour l'Europe, et nous ne sommes pas prêts à y renoncer. Nous voulons au contraire le développer. Vous l'avez évoqué en filigrane, hein, la toile de fond internationale d'aujourd'hui, c'est la reconstitution des blocs, la renaissance des empires, hein, au fond, à la fois au plan politique et aussi au plan économique. La guerre économique, qui il y a encore 15 ans opposait davantage les entreprises que les États, aujourd'hui, les deux sont à la manœuvre et dans la confrontation. Là-dedans, l'Europe avance-t-elle assez vite? Quand on voit l'Inflation Reduction Act des États-Unis, dispositif de soutien aux entreprises de près de 400 milliards de dollars, le CHIPS Act, son équivalent pour les semi-conducteurs, vous connaissez ça infiniment mieux que nous. Et on voit que les divisions mises sur le terrain, à la fois budgétaires et réglementaires, par l'Amérique, notre allié, sont substantielles. Je ne parle pas de la Chine, parce que depuis 30 ans, c'est un pays qui se protège délibérément, qui a une stratégie de prédation. Je ne vous demande pas de reprendre le mot, c'est mon expression à moi. Mais en tout cas, nul doute sur le fait qu'elle ait un arsenal réglementaire, fiscal et douanier extrêmement protecteur. Nous, on l'a souvent dit, on a du retard parce que l'Europe s'est construite sur la philosophie de l'abaissement des frontières, parce qu'il y a des dissensions entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud sur ces questions. Mais est-ce qu'on peut espérer quand même, selon vous, que dans un temps raisonnable, l'Europe soit au niveau dans cette guerre avec les armes qu'il faut? Je pense, par exemple, à la protection des marchés européens vis-à-vis des automobiles chinoises, dont on sait qu'elles sont produites justement avec du carbone et que les comptes des entreprises ne sont pas toujours d'une transparence absolue, en tout cas ne traduisent pas les mêmes contraintes que chez nous. Réponse oui et 3 fois oui. L'Europe peut être le grand continent économique du XXIe siècle, avec un modèle économique décarboné, juste, solidaire, plus enviable que le modèle centralisé chinois ou que le modèle américain. C'est possible. On a tous les atouts pour. Simplement, il faut savoir tirer les leçons du passé. Je remonte 30 années en arrière, 1995. C'est le début de la révolution numérique. Les Américains investissent un capital considérable, innovent, se développent. Créer Google, Amazon, Facebook, les GAFAM, tout ce que vous connaissez. Et ils raflent la mise. Résultat, 30 ans plus tard, le PNB par tête a progressé de près de 65% aux États-Unis, de 40% en Europe. L'Europe s'est appauvrie relativement aux États-Unis. On nous donne une deuxième chance aujourd'hui. La deuxième chance, c'est l'intelligence artificielle générative et le changement climatique. Nous sommes face à des transformations technologiques. Nous ne pouvons pas manquer cette deuxième chance de redonner à l'Europe la première place économique et d'inventer un modèle économique plus solidaire et plus décarboné. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. Et si nous voulons, au XXIe siècle, que la partie se joue entre États-Unis, Chine et Europe, et pas dans un face-à-face dangereux entre le continent chinois et le continent américain, c'est maintenant que ça se joue. Ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas le mois prochain, c'est tout de suite que nous devons affirmer nos intérêts économiques et jouer le jeu de la révolution climatique et de la révolution de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça suppose? De l'investissement. Il faut arrêter de financer tous nos investissements par des prêts bancaires. D'autant plus que, ça ne vous a pas échappé, les taux d'intérêt ont fortement augmenté et continueront de rester à un niveau élevé dans les mois qui viennent. Il y a une urgence absolue à créer l'union des marchés de capitaux pour que l'Europe et les entreprises européennes puissent lever des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros sans avoir besoin de prêts bancaires. C'est la première urgence.
j'entends ça là aussi depuis longtemps. C'est vrai qu'on entend votre souhait, mais la réalité, c'est que c'est long et que de surcroît, les États ne sont pas tous alignés sur cet objectif. Il y a des intérêts bancaires, il y a des résistances techniques, mais c'est tout ce qu'il faut arriver à lever pour fixer un horizon au continent européen qui soit un horizon de succès et pas un horizon de déclin progressif. L'union des marchés de capitaux, c'est ce qui permettra à des entreprises dans le domaine des biotech, de l'intelligence artificielle. On a les meilleurs scientifiques, les meilleurs chercheurs, on a les meilleurs brevets. Mais ensuite, quand il faut se développer au niveau industriel et qu'il faut lever 100, 500 millions d'euros, 1 milliard ou 2 milliards, M. Bancel quitte l'Europe et va aux États-Unis parce qu'il ne peut pas trouver ailleurs son financement. Eh bien, je regrette. Si nous investissons dans des scientifiques français ou européens, c'est pour qu'ils développent des industries françaises ou européennes avec les capitaux nécessaires sur le continent européen. C'est la première condition. La deuxième, c'est de savoir défendre nos intérêts. Nous avons mis sur pied, pour le prochain PLF, un dispositif pour que les bonus sur les véhicules électriques bénéficient aux véhicules qui sont produits en Europe. On a utilisé pour ça les normes environnementales. Il faut respecter un certain nombre de normes environnementales. Alors c'est efficace, mais je reconnais bien volontiers que c'était assez complexe. J'aurais préféré qu'on puisse dire le bonus européen est réservé à des produits industriels à contenu européen. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis, c'est que je ne peux toujours pas faire en Europe à cause des normes européennes. Faisons évoluer les règles européennes pour valoriser le contenu européen, la production européenne, les technologies européennes et l'emploi européen. Soyons transgressifs. La force de la France, c'est cette capacité de transgression, de dire on ne va pas s'en tenir à ces règles-là. J'ai passé 3 jours en Chine il y a quelques semaines. Je suis allé à Shenzhen. Je suis allé voir l'entreprise BYD. Je dois dire que je suis rentré en me disant va falloir qu'on se dépêche de changer dans nos règles et dans nos modalités sur l'industrie automobile. Sinon, nous allons être débordés. Je vois un magnifique véhicule avec un design formidable parce qu'ils sont allés piquer un designer européen, avec une capacité d'accélération de 0 à 100 km/h, il y a sûrement des spécialistes ici, de 3,5 secondes, ça peut presque faire une Ferrari, avec un intérieur tout à fait correct, avec 4 places. Je demande le prix. Pas pour en acheter, je vous rassure. Je n'ai ni les moyens, ni l'envie d'acheter un véhicule chinois. Mais quand même, je me renseigne. Je me dis, ça doit bien coûter 70 000 ou 80 000 euros, ça. Le président de BYD me dit, ces technologies meilleures que les vôtres, et on va les mettre sur le marché à 25 000 euros. C'est moins cher qu'une i208. Alors croyez-moi, on a intérêt à se dépêcher de changer nos normes, de les simplifier et de valoriser le contenu européen si on veut faire pièce à la montée en gamme des Chinois. Enfin, la troisième condition, c'est de rester un grand pays et un grand continent d'innovation. Qu'est-ce qui va changer la donne? C'est notre capacité à continuer à innover. Le territoire européen n'est pas un territoire aussi vaste, aussi libre, aussi désert parfois que le continent asiatique ou que le continent américain. Si on veut développer des capacités de production décarbonées, il faut qu'on innove massivement, il faut qu'on innove collectivement, et que ce qu'on a été capable de faire sur les batteries électriques avec Peter Altmaier, qui était l'invité de Geoffroy Roux de Bézieux il y a 2 ans ici au MEDEF, on puisse le faire sur l'hydrogène vert, on puisse le faire sur l'intelligence artificielle, on puisse le faire sur les capacités de stockage des données, on puisse le faire sur le calcul quantique. Les Européens, tous ensemble, sont invincibles. Vous évoquez souvent le fait qu'on est dans un moment, comme il en arrive 2 par siècle, où la géographie industrielle se redistribue. À la fois à cause de la géopolitique, les éléments que vous avez évoqués, à la fois à cause de la transition énergétique qui nécessite de changer de technologie, transition énergétique dans laquelle, bien sûr, je range l'essor de la voiture électrique. En Europe, pour le coup, alors il y a un verrou qu'on a fait sauter, qui était un des verrous constitutifs du marché unique, c'est la subvention. Désormais, les États peuvent subventionner l'installation de méga-usines. La plupart des grands États européens l'ont fait dans les domaines que j'évoquais à l'instant. On voit que, à ce jeu-là,
finalement, l'Allemagne, qui est le pays qui a le plus de moyens, sort son chéquier à des niveaux considérables. Je ne vous apprends pas le montant de la subvention récente donnée pour une usine de puces, c'est de l'ordre de 10 milliards, et encore, certains disent c'est plutôt aux alentours de 12. Est-ce qu'à ce jeu-là, on ne va pas se faire plumer? Alors, nous avons sorti le chéquier aussi. On a sorti le chéquier pour faire venir Global Foundries à Crolles, près de Grenoble, pour agrandir ST Microélectronique. On a sorti le chéquier pour faire venir le grand producteur de batteries électriques Prologium. On a sorti le chéquier pour faire venir une grande entreprise taïwanaise. Donc on a aussi beaucoup sorti le chéquier. Et dans le fond, je veux dire, je ne me pose pas trop la question. Les Chinois le font, les Américains le font, et si maintenant nous pouvons le faire, c'est parce qu'avec le président de la République, on s'est battu bec et ongle pour imposer à la Commission européenne et aux autres États européens la possibilité de soutenir des investissements industriels. Moi, je regarde que le résultat. Il y a des usines qui ouvrent en France. Il y a des régions entières qui étaient désindustrialisées, qui se réindustrialisent. Regardez le bassin de Dunkerque. C'est un truc formidable, le bassin de Dunkerque, qui montre à quel point il faut croire dans la France, croire dans les capacités françaises, croire dans les entrepreneurs français. Pendant 30 ans, Dunkerque s'est désolé. On fermait les usines, on laminait la culture ouvrière, on perdait la capacité de production. Alors c'est vrai, j'ai sorti mon carnet de chéquier pour installer Prologium. Oui, j'ai sorti mon carnet de chèques pour installer d'autres usines et d'autres entreprises que je ne citerai pas maintenant, mais qui viendront prochainement. Oui, désormais, le problème de Dunkerque, vous savez ce que c'est? C'est qu'il n'y a plus de terrain disponible pour installer de nouvelles usines. Qui aurait cru, il y a encore 10 ou 20 ans, que le problème français serait la disponibilité du foncier pour installer de nouvelles usines? Or, c'est devenu le problème français. Tant mieux, ça veut dire que la réindustrialisation est en marche. Et s'il faut sortir son carnet de chèques, croyez-moi, ce que ça rapporte en cotisation, en emploi, en prospérité, fait plus que compenser ce que ça a coûté aux finances publiques. Tesla, vous avez bon espoir de les faire venir en France? On y travaille. Quel est l'horizon de la décision? Mais Elon Musk est très occupé par son combat avec Mark Zuckerberg, donc pour le moment, je les laisse combattre. Moi, je ne suis pas de taille à combattre ni avec l'un ni avec l'autre. Donc j'attends que leur combat soit fini, s'il a lieu. Puis après, on reprendra langue. Usine de voitures, usine de batteries? Nous verrons, mais ce que je peux vous dire, là aussi pour la ministre de l'économie, c'est quand même quelque chose qui est formidable, et c'est vrai pour tous les entrepreneurs. Être désiré, c'est une chose que notre nation ne connaissait pas depuis très longtemps. Nous étions critiqués. Pas d'emploi, chômage de masse, désindustrialisation, échec économique. Enfin, qui aurait cru, là encore, que depuis 2017, le pays qui avait la croissance cumulée la plus élevée de tous les grands pays européens, ce serait la France, supérieure à celle de l'Allemagne, supérieure à celle de l'Italie, supérieure à celle de la Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, ne boudez pas votre plaisir quand vous réussissez, quand vous êtes désirés et quand vous devenez le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Bravo à vous et vive vos succès! Donc il faut simplement poursuivre dans cette voie et bien mesurer que les étapes suivantes seront difficiles et qu'elles vont demander votre intelligence, votre mobilisation, vos propositions, et je veux saluer la qualité du dialogue que j'ai avec toutes les organisations patronales, le MEDEF bien sûr, mais la CPME aussi, les filières de l'aéronautique, de la distribution, du bâtiment, des travaux publics qui sont représentés ici. Je vous donnais juste un défi. Nous sommes passés de 9 à 7% de taux de chômage. Notre objectif avec le président de la République, c'est de passer de 7 à 5. Là, c'est une vraie gageure. Et là, on va rencontrer des véritables difficultés. J'ai besoin de vos propositions et de vos idées pour savoir comment est-ce que nous passons de 7 à 5% de taux de chômage et comment est-ce que pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, la France renoue avec le plein emploi. C'est possible, mais j'ai besoin de vous. Vous revenez de Chine, vous l'avez dit, hein, vous connaissez bien sûr ce pays, ça a été, peut-être avec l'Allemagne, la grande gagnante de la mondialisation des 30 dernières années, mais les nuages s'amoncellent. Il
Il y a des nuages liés à la crise immobilière, bien sûr, qui a maintenant 2 ans, des faillites de promoteurs de premier plan, des millions, des dizaines de millions de logements qui ne trouvent pas preneur, avec les conséquences sur le système financier en cascade. Bien sûr, on a connu ça dans le monde occidental en 2008-2009 et en zone euro encore un peu plus tard. Cette crise chinoise, est-ce qu'elle est grave ou pas? Quelles conséquences peut-elle avoir sur nous? Alors oui, elle est préoccupante. Elle est préoccupante parce qu'elle est au croisement d'une crise économique et d'un resserrement politique qui n'a échappé à personne. Qui fait que les investisseurs que je rencontre, vous, ou en Allemagne, en Italie, me posent tous la même question. Parce que pour continuer à investir en confiance en Chine, c'est une question majeure pour beaucoup d'entrepreneurs. Et de l'autre côté, vous avez un problème immobilier qui est lourd. Vous avez des difficultés, un ralentissement économique dans une économie qui représente désormais quasiment 20% du PNB mondial. Donc oui, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe en Chine. Il faut mesurer les conséquences que cela peut avoir sur la croissance en Europe et sur la croissance mondiale. C'est ce qui fait que j'ai confirmé et je confirme le 1% de croissance française en 2023. Mais je reste prudent pour les mois à venir parce que nous avons beaucoup d'incertitudes internationales, au premier rang desquelles l'incertitude chinoise. À propos de la Chine, il n'y a pas longtemps, le président de la République a dit, en évoquant le conflit qui oppose la Chine aux États-Unis, qui est quand même un élément qui structure beaucoup l'économie mondiale aussi, puisque les États-Unis imposent des blocus sur un certain nombre de secteurs, ça touche des chefs d'entreprise qui sont ici. Le président de la République a dit, dans cette affaire, au fond, dans cette rivalité transpacifique, pour la première place mondiale, la France n'a pas intérêt à choisir son camp, on n'a pas à se laisser entraîner dans une guerre qui ne serait pas la nôtre. Il faisait allusion, bien sûr, à Taïwan, qui est au cœur de ce conflit entre les deux géants, puisque la Chine, évidemment, veut le récupérer et en faire une de ses provinces, tandis que l'île, aujourd'hui indépendante, a un accord de défense avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République? C'est-à-dire que la France et l'Europe ne doivent pas choisir et tenter de maintenir de bonnes relations diplomatiques et économiques avec la Chine, au même titre que celles qui nous lient aux États-Unis? Alors, par principe, je suis d'accord avec le président de la République. Mais c'est préférable pour la bonne organisation de l'État. Mais il se trouve qu'en plus, là, sur le fond, je suis aussi tout à fait d'accord avec le président de la République. Enfin, on n'a pas à s'aligner ou à suivre aveuglément les décisions américaines. Surtout... D'un côté, il y a une démocratie, de l'autre, une dictature. Oui, mais vous faites preuve en général de beaucoup de lucidité dans vos chroniques le matin, cher François Langlais. Et ça commence mal. Que les Américains vous expliquent qu'il faut couper toute relation commerciale avec la Chine. C'était le président Trump qui portait ça en premier. Mais que pendant que les Américains disaient ça, que les autorités américaines disaient cela, que le président Trump disait cela, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine augmentaient. Donc on n'a pas vocation à être les ravis du village planétaire. Notre intérêt est de continuer à garder des relations économiques fortes, exigeantes, avec la Chine. Dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur de l'agriculture, je salue le président de la FNSEA que j'ai vu tout à l'heure. Notre intérêt est évidemment de continuer à travailler avec la Chine. Enfin, c'est très sympathique de faire des déclarations d'estrade. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est la France et les Français. Et rien d'autre. Et quand je vais en Bretagne, que je discute avec des producteurs de cochons, j'étais 3 ans ministre de l'Agriculture, je suis bien content quand ils me disent qu'au prix du cadran, jamais le prix du kilo de porc, sous le contrôle du président de la FNSEA, n'a été aussi élevé. Et s'il est aussi élevé, c'est qu'il y a des consommateurs chinois et que le président de la République a réussi à lever l'embargo sur la viande porcine française. Alors avant de jouer avec le feu, avec des dizaines de milliers d'emplois, avec le revenu de nos agriculteurs, avec le revenu de nos grands secteurs de succès comme l'aéronautique ou comme le luxe, j'y réfléchirai à 2 fois. Dernière question, Bruno Le Maire, parce que malheureusement nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez évoqué, vous avez réitéré votre prévision de croissance de 1% pour 2023 pour la France. Hier, on apprenait que pour la première fois depuis plusieurs années,
l'emploi avait progressé moins vite que la croissance. Alors c'était l'inverse, hein. Jusqu'ici c'était d'ailleurs un peu une anomalie, mais c'est une rupture de tendance. On apprenait aussi que les pénuries de ressources humaines sur lesquelles les entreprises butent depuis 2 ou 3 ans se sont apaisées dans la plupart des secteurs, sauf la construction. Au-delà de 2023, qu'est-ce que vous voyez poindre? On entre dans une période de croissance faible, 0+, ou bien vous avez espoir qu'une reprise se matérialise après le fait qu'on ait avalé cette crise inflationniste, qu'on l'ait peut-être dominée, et qu'on ait avalé cette crise énergétique, qu'on l'ait peut-être dominée? Moi, je ne suis pas là pour avoir de l'espoir, des espérances. Je suis là pour vous donner les moyens de réussir et de faire en sorte que la croissance continue à être forte en France, qu'elle soit décarbonée et que nous atteignions le plein emploi. Mais je rejoins totalement ce que vous dites. Il y a effectivement un léger fléchissement sur le marché du travail. Et je veux dire les choses avec beaucoup de simplicité. Nous n'arriverons pas naturellement au plein emploi. Cela demande des décisions politiques. Cela demande, mesdames et messieurs les parlementaires, des choix politiques aussi courageux que ceux que vous avez su faire sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur la valorisation du travail. Cela demande, mesdames et messieurs les entrepreneurs, que vous continuiez à faire ce que vous avez fait l'année dernière, augmenter les salaires quand vous le pouvez. Vous l'avez fait et c'est ce qui rend le travail attractif et qui nous permet d'arriver vers le plein emploi. Ça demande aussi plus de formation et plus de qualification. Mais je suis persuadé qu'on peut retrouver à nouveau et qu'on peut persister dans la voie de la croissance décarbonée et atteindre ce plein emploi pour être, c'est mon horizon, la France, la première puissance décarbonée en Europe à horizon 2040. J'ai vu, Monsieur le Président, cher Patrick Martin, que vous aviez placé ces rencontres du MEDEF sous le signe, je le découvre, d'un titre de James Bond, il me semble. Demain ne meurt jamais. Alors, étant un grand fan de James Bond, je me souviens d'une réplique de Sean Connery, je ne sais plus dans quel James Bond c'est, qui s'appliquerait parfaitement à la France. Sean Connery vient d'être massacré par un des méchants de James Bond, énorme, musclé, tout en muscle et tout en fer. Il lui a donné des coups de poing, des crocs en jambes, il l'a massacré. Et évidemment, James Bond sort de cette bataille, malgré tout, le costume impeccable, la cravate droite, la chemise immaculée, et il se retrouve devant le méchant qui a commandité l'attaque contre James Bond, et le méchant stupéfait dit à James Bond ce qu'on pourrait parfaitement dire de la France. Mr. Bond, you have a nasty habit to survive. Monsieur Bond, vous avez la fâcheuse habitude de survivre. C'est exactement ce que fait la France, et elle le fait grâce à vous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci très cher François Langlais d'avoir été à nos côtés pour mener cet échange. Merci d'avoir convié Sean Connery également dans cet échange. Merci à tous les deux, on vous raccompagne. Merci infiniment pour cela. Le programme continue bien sûr avec une autre séquence dans quelques instants.